Bonjour, donc je vais essayer de vous présenter un peu l'expérience qu'on a de la transition dans le syndrome de Marfan et de l'éducation thérapeutique. Évidemment, la période de transition est une période clé finalement dans le parcours de soins et dans le parcours de vie des patients avec maladies rares en général, et avec syndrome de Marfan en particulier, puisque les contraintes de la maladie peuvent finalement se heurter au désir d'autonomie, d'émancipation, de projets d'avenir pour ces patients. Et la crainte, c'est finalement que ces patients, quand ils rencontrent le monde adulte, soient un peu perdus, là, comme le film, en référence au film de Sofia Coppola, avec un langage qu'ils ne comprennent pas. Et la crainte, c'est les perdus de vue qu'on connaît bien en cardiologie congénitale, qui reviennent ensuite dans des mauvaises conditions aux urgences, avec perte de chance et risque de complications et moins bonne qualité de vie finalement de ces patients. Donc la transition, on en parle déjà depuis une vingtaine d'années et des programmes se mettent en place avec des recommandations, mais finalement il y a relativement peu d'études académiques qui démontrent finalement le bénéfice pour les patients. Il y a une dizaine d'années, pour les cardiopathies congénitales, on a montré le bénéfice notamment sur les connaissances des patients. Cette étude suédoise, à propos de 7 centres qui prennent en charge des patients avec cardiopathie congénitale, a étudié de façon randomisée des patients qui bénéficiaient d'un programme de transition, c'est-à-dire avec 8 modules, 5 étapes, avec de l'éducation thérapeutique, avec mailing, avec la rencontre de pairs, avec la visite des services adultes, par exemple, ou des professionnels adultes, et a montré un vrai bénéfice pour les patients avec cardiopathie congénitale en termes d'autonomie des patients, de moindre finalement besoin des parents, de meilleure image corporelle, d'image de soi et de meilleure connaissance des patients. On a aussi, avec l'équipe de Montpellier, travaillé sur la transition, principalement sur des journées d'éducation thérapeutique, et le projet de transition avait montré un bénéfice pour les patients en transition, principalement sur les connaissances des patients. Il n'y avait vraiment qu'une journée de TP, et aussi un peu sur la qualité de vie, notamment psychosociale. Et finalement, ce qui a, avec ces deux études randomisées, a fait proposer des recommandations de type 1A pour les cardiopathies congénitales, du bénéfice de la transition. Pour le syndrome de Marfan, il n'y a pas d'études spécifiques, mais ce papier montrait quand même l'intérêt de la transition, puisque contrairement aux cardiopathies congénitales, les patients avec syndrome de Marfan, le plus souvent, n'ont pas eu d'événements cardiovasculaires et vont parfois être opérés en fin d'adolescence ou au début de l'âge adulte, sont souvent le plus souvent avec des traitements préventifs, un suivi nécessaire, finalement annuel, et il y a vraiment un bénéfice à poursuivre ce suivi sur le plan médical, préventif, mais aussi psychologique, pour adapter leur mode de vie et pour pouvoir éviter des complications en restant sur des stratégies préventives. Alors, de quoi on parle? Le transfert, habituellement, c'est le passage finalement d'un suivi pédiatrique à un suivi adulte qui est déterminé de façon assez brutale, autour de 18-20 ans, parce qu'effectivement, les urgences pédiatriques ne vont pas admettre, par exemple, des patients qui ont plus de 18 ans, ou même parfois plus de 15 ans. Mais la transition, c'est une période plus étendue de préparation à ce transfert, dont l'objectif est de maximiser le potentiel de chaque jeune pour qu'il ait finalement une prise en charge qui soit la même qu'en pédiatrie et permettre finalement d'avoir un suivi ininterrompu jusqu'à l'âge adulte. Et dans cette période de transition, il peut y avoir plusieurs interventions, et c'est des recommandations plutôt cardiovasculaires qui proposent de parler de la transition avant l'âge de 14 ans, d'évaluer les patients vers l'âge de 14 ans de façon exhaustive en termes de connaissances, de compétences, mais aussi sur le plan psychologique, psychosocial, de faire de l'éducation et du conseil pour les patients, par exemple avec l'éducation thérapeutique, de présenter l'équipe adulte, de faciliter le contact avec les pairs, des jeunes du même âge,
avec des pairs aidants, avec des patients partenaires par exemple, d'avoir une évaluation et un soutien psychologique éventuellement, mais aussi accompagner et soutenir les parents dans cette période de transition, les parents qui sont importants finalement dans ce parcours, qui vont passer d'un rôle principal finalement d'interlocuteur privilégié à celui de soutien, de filet de sécurité pour laisser le jeune prendre son envol, mais aussi assurer le suivi de la continuité des soins en milieu adulte. À Toulouse, en fait, on avait de l'éducation thérapeutique depuis plus de 10 ans, au départ pour les patients qui avaient des AVK, automesure de l'INR, et puis l'ARS a accepté finalement qu'on grossisse pour éviter de faire des dossiers qui étaient quand même assez fastidieux. Maintenant, on nous dit, l'ARS, que c'est beaucoup plus simple, mais on a ajouté d'autres pathologies comme l'HTAP, comme la transition cardiopathie congénitale et le Marfan. Les seuls moyens qu'on a eus, c'est par le biais du Marfan, avec des projets de recherche multicentriques, le projet MAVI qui est en cours, avec l'équipe notamment de Marseille, la Fondation Groupama, le projet ETP Transition Grand Sud, donc porté par le centre de référence de Marseille, donc avec Toulouse, validé en 2021, qui apporte des moyens, et aussi un projet européen Midnight de vulgarisation en santé. Donc, ceci a permis d'avoir quelques moyens et de construire des outils. Notre bilan, finalement, en 4 ans, on a réellement démarré la transition en ETP après la période Covid. Et vous voyez qu'on a à peu près 160 patients, dont un peu plus de 50 patients Marfan. Il y a plus de patients avec cardiopathie congénitale, mais c'est un peu trompeur parce qu'en réalité, par rapport au volume de patients en transition dans les cardiopathies congénitales, ça représente un nombre moins important, alors que par exemple dans l'HTAP, pratiquement 4 sur mes 5 patients en transition ont eu de l'ETP. Bien sûr, c'est une équipe, on a pu, l'équipe Marfan, on s'est formé pendant le Covid justement en visio, donc la majorité de l'équipe est formé à la transition, sauf peut-être le généticien Alban Zickler qui vient d'arriver dans l'équipe. Donc vous voyez qu'il y a des infirmières, il y a des cardiologues pédiatres, cardiologues adultes, psychologues, éducatrices en activité physique adaptée, psychologues, chefs de projet, et aussi les patients partenaires. Les patients partenaires, je vous l'avais déjà présenté lors d'une précédente journée. Donc maintenant, elle a plus 21 ans, elle a 24 ans. C'est une patiente qui a un syndrome de Marfan qui a déjà été opéré de l'aorte et qui nous accompagne, qui est fidèle dans son accompagnement, notamment lors des journées d'ETP, mais qui est aussi disponible, qui donne ses coordonnées, qui donne une fiche pour pouvoir la joindre s'il y a des questions spécifiques pour les patients en transition. Donc on a défini un certain nombre d'objectifs concernant la maladie, concernant les aspects psychosociaux, concernant les aspects administratifs, ou chercher des ressources, etc. Habituellement, donc, on fait remplir un certain nombre de questionnaires. Il y a un questionnaire transition qu'on utilise pour toutes les ETP transition, qui est le questionnaire goutte de eau, qui permet de savoir où en sont finalement les jeunes dans le parcours de transition et de permettre de voir leur évolution. Donc, c'est des questionnaires qui sont renseignés actuellement lors des consultations multidisciplinaires. Il y a d'autres questionnaires de qualité de vie, d'activité physique et de connaissances qui sont remplis, qui sont intéressants. Je n'ai pas les données concernant le questionnaire de qualité de vie, mais par exemple pour les cardiopathies congénitales, on s'aperçoit qu'un quart des patients ont des problèmes de santé mentale de type dépression ou anxiété. Activité, là on n'est pas très bon, 63% de nos patients sont inactifs d'après ces questionnaires, avant les études de réhabilitation bien sûr. Et quant aux connaissances, on voit quand même qu'il y a pas mal de lacunes, puisque les patients, 26% seulement connaissent les 3 atteintes principales dans le syndrome de Marfan, localisation de l'aorte 15%, la dissection aortique 39%, traitement préventif, ils sont traités, donc ils savent qu'il y a un traitement. Les symptômes d'urgence, 1 fois sur 2, et l'endocardite, c'est un peu comme pour les cardiopathies congénitales, le plus souvent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Voilà comment se déroule la journée type. Je dis bien la journée type parce que ça reste compliqué, en tout cas pour les patients Marfan, de les mobiliser une journée entière, donc avec des ateliers médicaux, ateliers socio-administratifs, ateliers psychologiques, donc ateliers de groupe, et ateliers APA,
Les ateliers psychologiques sont souvent très bien perçus. Ils sont faits à la fois pour les jeunes et pour les parents. Hein. Les parents sont aussi pris en charge. Enfin, un des parents est vu. Les difficultés, c'est la disponibilité des patients. Au départ, ça marchait bien, puis pendant un an, finalement, on n'arrivait pas à mobiliser suffisamment de patients pour faire une vraie journée d'ETP comme je l'ai montré là. C'est évidemment chronophage, ça mobilise beaucoup de personnes. C'est quand même dommage d'avoir plus de personnes mobilisées que de patients, mais c'est souvent le cas. Il y a des thématiques qu'on n'arrive pas à traiter, ou parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas compétent, ou parce qu'on les oublie, parce qu'on n'a pas forcément toujours interrogé les patients pour savoir de quoi ils avaient besoin. Et donc, on a un peu modifié, et ça, grâce aux patients partenaires, grâce à la psychologue, grâce à l'ensemble de l'équipe. Par exemple, on fait des bilans de transition lors des consultations multidisciplinaires. On fait maintenant nos journées de TP en demi-journée lors des consultations multidisciplinaires. Donc, ça fait partie de la checklist. Ils viennent pour voir le cardiologue, le généticien, l'orthopédiste, l'ophtalmo. Et l'après-midi, il y a une journée collective de TP. Et entre midi et 2, ils mangent avec la patiente partenaire. Donc, ils se présentent avec la patiente partenaire d'emblée et ils sont seuls avec la patiente partenaire. Et donc, ça permet finalement de faire du lien et avant finalement de recevoir un certain nombre d'informations. On met en place avec l'équipe de Marseille un module de TP, un Serious Game, qui prend un petit peu de temps, je vais en reparler. Et enfin, on a un projet d'espace transition qui avance bien au CHU de Toulouse. Donc, le projet d'ETP, j'en reparlerai à la journée Marfan en janvier. On a été bloqué 2 ans par notre administration pour des raisons administratives un peu bêtes, je pense. Mais donc là, on avance. On a un peu moins de temps, mais bon, en tout cas, c'est 7 modules différents, bêta-bloquants, dissection, sport, génétique, mode de vie, etc., avec des questionnaires, avec des aspects plus ludiques, donc qui sont en train de se mettre en place. Alors là, c'est pour vous montrer un petit peu un exemple. Alors, ce n'est pas des patients Marfan, c'était une ETP canalopathique, QT-long, où finalement, on peut très bien... Alors là, c'est pas bien, parce que je suis en blouse, normalement, je suis en civil, hein, désolé. Mais où on utilise exclusivement les outils numériques là, de la filière cardiogène pour la partie pédagogique. On utilise des outils vidéo, notamment là c'est le film fait par l'équipe de Dijon sur la génétique. Ça c'est un jeu de loi géant qu'on utilise, c'est un financement justement du projet Midnight avec l'éducatrice en activité physique adaptée et le patient partenaire autour de différentes questions sur l'activité physique, sur la recherche, sur la pathologie, sur l'hygiène de vie, etc. Donc ça, c'est un jeu qui est très apprécié, qui est ludique et qui permet aux jeunes d'être actifs, hein, parce qu'on leur demande d'être actifs, mais ils nous disent « mais oui, mais on est debout en permanence, donc c'est quand même pas terrible ». Et vous voyez notre APA donc, qui fait des activités aussi ludiques. On a un espace transition qui est en train de se mettre en place et dont on espère qu'il pourra répondre à un certain nombre de questions, de faire des consultations mixtes pédiatriques et adultes, mais aussi des ateliers en distanciel et en présentiel sur différentes thématiques qu'on n'aborde pas spécifiquement lors de nos journées. L'enquête qui a fait la suite à Necker sur ce qui intéressait les jeunes dans la période de transition, en premier, c'était les droits sociaux, et en 2, c'était la sexualité. Après, c'était les questions gynécologiques. Comme pédiatre, on n'est pas très à l'aise sur ces questions-là, et donc ça peut être l'occasion de mutualiser de façon transversale pour les patients avec maladies rares et chroniques ce type d'atelier. Voilà, j'ai fini, on est dans la transition, puisque samedi prochain, on organise une journée interfilière à Toulouse, donc c'est la filière FIMATO et les autres filières maladies rares, avec un gros succès, parce qu'on a dû dédoubler les ateliers pour les jeunes. Et voilà, je vous remercie.